Voilà, on y retourne. Alors je regardais encore tout à l'heure sur internet, j'ai vu qu'il y a encore plein de gens qui m'ont demandé un ami, toujours pareil, le même plaisir, je réponds, il n'y a pas de souci les gars, je répondrai à tout le monde, chaque partage qui aura été fait, chaque demande d'amis qui aura été faite, j'enverrai une réponse, ça je le promets, je le fais d'ailleurs. Et puis alors par contre je vois il y a des gens qui sont un peu inquiets pour cette histoire de les comptes en banque, le jour où on veut clôturer nos comptes, ils ne vont pas nous filer notre pognon. Alors ça c'est sûr que vous pouvez avoir un problème de discussion avec votre banquier quand vous y allez tout seul. Maintenant si vous pointez à 40 qui êtes dans la même agence, ça va plus être la même histoire, vous voyez. En théorie, la banque doit pouvoir vous donner le liquide que vous avez sur votre compte si vous le clôturez. Voilà, c'est simple, c'est pas difficile, vous avez un actif sur un compte, vous clôturez le compte, on vous rend votre argent. Le risque que vous prenez, c'est qu'il vous fasse un chèque. Alors, soit il vous fait un chèque de caisse que vous allez pouvoir aller encaisser dans une agence centrale où ils vont vous payer, hein, vous allez prendre rendez-vous et ceci et cela. Moi, mon rêve, c'est de gagner au loto un chèque de 125 millions d'euros, de le déposer, d'attendre un an avec les intérêts, puis de rentrer chez le banquier, de dire voilà, je transfère mes intérêts sur un autre compte. Là, le mec, s'il ne se prend pas avec la peau de ses couilles, moi, je mange un rat. Enfin voilà, donc vous ne cassez pas la tête pour les banques, c'est réglé, je vous dis, le contrat que vous avez avec eux stipule qu'à la clôture de votre compte, ils sont obligés de vous rendre l'argent qui est sur votre compte. Actif, tout ce qui a été investissement, les livrets A et compagnie, vous clôturez tout, voilà, et on est obligé de vous rendre votre pognon. Sinon, vous allez à la Banque de France et vous leur dites, voilà, je suis dans une banque, ils ne veulent pas me rendre mon pognon, et la Banque de France va les obliger à le faire. Ou alors, eux-mêmes prendront le parti de rembourser. Alors là, bonsoir, parce que si un jour, la Banque de France se met à rembourser les comptes particuliers de toutes les agences de banque qu'il y a en France, sur les 25 millions dont j'ai parlé, alors là, on va rigoler 5 minutes. Voilà, c'était pour l'aparté pour les comptes en banque. Alors, on va attaquer la quatrième partie de la révolution passive. Je vous ai expliqué, je vous ai dit, la révolution passive, elle pouvait se passer en plusieurs étapes. Il y a les étapes en ce qui concerne couper le robinet de fric à l'État, arrêter de bosser, tout ça. Après, les mesures sécuritaires pour la territorialité. Enfin, pour ceux qui ont regardé mes vidéos, je ne vais pas encore me remettre là-dessus. Le sujet de celle-là de vidéo, c'est que on est dans l'éventualité où on a fait cette révolution, on a créé un collectif de têtes pensantes qui nous gouverne, on a épongé notre dette, on est allé envoyer l'ami Rothschild se faire peindre là où il veut, et donc on a du pognon, c'est-à-dire qu'on est en pleine restructuration, et on se demande comment on va faire et à qui on va filer ce pognon. Alors il est bien évident qu'on va arrêter les subventions pour faire venir des usines Toyota qui vendent leurs bagnoles à l'étranger, qui les font construire ici, et à qui on file des subventions qui sont 3 fois supérieures à ce qu'eux seraient supposés payer en cotisation sociale pour le nombre de salariés qu'ils ont. C'est-à-dire qu'eux, ils nous enculent une fois, et le gouvernement, il nous encule 3 fois. Voilà. C'est-à-dire que c'est un gangbang géant, quoi. Vous vous faites défoncer de tous les côtés. Des sociétés qui brassent des milliards, qui ont des sièges sociaux dans les paradis fiscaux et qui encaissent les dividendes de leurs actionnaires et qui reçoivent des subventions jusqu'à concurrence de plusieurs centaines de millions d'euros. Hein. Ça, je veux dire, allez vous renseigner, vous allez voir les grandes industries qui se sont installées ces 10 dernières années en France. Et même les grandes industries françaises, qui sont toujours au bord de la faillite, mais qui distribuent des dividendes et qui ont des taux de bénéfices records, et qui continuent à faire des plans sociaux, à laisser sur le carreau des gens sans rien, en négociant le bout de gras, alors que vous voyez les assemblées nationales où il y a 3000 ou 4000 actionnaires qui sont là à applaudir, coupe de champagne à la main, et qui se partagent le pognon que vous avez sué comme des trimards. Terminé, ça aussi. On arrête les fonds de pension. Ils vont manger les coquillages qu'ils ont sur leur plage et ils vont aller gratter et manger les algues. Mais c'est fini, on leur file plus de pognon. Surtout pas d'entreprise sur laquelle des Français suent sang et eau. Terminé. Les Français qui suent sang et eau, ils sont actionnaires de leur propre société et les dividendes, c'est eux qui les récupéreront. Voilà, ça c'est une première partie des choses. C'est tout à fait faisable, il y a 10 000 économistes qui vous l'expliqueront, ça mieux que moi. Alors la première chose, c'est qu'il va falloir répartir ce pognon. Alors il y a 2 grands chantiers, hein, 2 énormes chantiers. La police nationale et l'éducation. Voilà. La police nationale, maintenant, il faut avoir l'esprit un peu plus large. D'accord? Il faut avoir l'esprit un peu plus ouvert. C'est bien beau, les BAC, les polices d'intervention, les brigades de ceci, les brigades de cela. La police, maintenant, il faut faire une chose. Déjà, il faut les libérer des tâches qui leur bouffent 80% de leur activité
et qui les emmerde plus qu'autre chose, parce que, quoi qu'il en soit, cette lutte qu'ils mènent depuis des années et des années, et là je parle des luttes contre les trafiquants de drogue, contre les trafiquants d'armes, c'est un truc, c'est complètement stérile, quoi. Je veux dire, c'est comme un barrage, vous mettez le doigt dans une fuite, après vous mettez encore un autre doigt, après vous mettez le doigt du pied, après vous mettez l'autre doigt du pied, après vous mettez la langue, et finalement ça continue à fuir toujours. Alors moi je propose une solution, déjà, pour éradiquer les économies souterraines. Il y a une économie souterraine qui est énorme et gigantesque, qui fait que, je peux vous en parler, j'habite Marseille, ici dans les quartiers, les mecs ils se tirent à la calache. Vous avez vu 130 personnes se faire tirer à la calache au Bataclan. Nous c'est tous les jours que le mec il nous joue des forts chabrol en pleine rue, hein. Tous les soirs il y en a un qui se fait dézinguer pour des histoires de barrettes et pour des histoires de territoire. On arrête, on légalise le cannabis sous contrôle médical, à savoir que les gens qui voudront prendre du cannabis devront passer une visite médicale, devront prouver que ça n'a aucune influence sur leur vie, ainsi de suite. Ils veulent fumer, les mecs, ils se plieront à ça, sinon ils iront fumer la peau des bananes. Voilà. On arrête. Une fois que vous avez légalisé le cannabis, une fois que vous avez le contrôle sur ce phénomène-là, vous arrêtez une économie souterraine qui génère jusqu'à 3,5 milliards d'euros par an. 3,5 milliards d'euros par an. D'accord? Bon. Deuxième opération, on va faire une chose. On va aller dire à tous les enculés, tous les organismes d'État, tous les PD, qui sont des organismes d'État déclarés, hein, la CETA, les alcools, tout ça, l'hypocrisie de l'alcool. En France, vous avez sur les bouteilles d'alcool des vignettes sécurité sociale, parce que la sécurité sociale prélève une taxe sur les bouteilles d'alcool. Quand on voit ce que ça coûte de soigner l'alcoolisme et le ravage que ça fait, la sécurité sociale, ça leur coûte des milliards, ils n'ont rien trouvé de mieux que de taxer les bouteilles d'alcool. Voilà. C'est une solution qu'ils ont trouvée. On ne peut pas les guérir, on va les taxer. Alors qu'il y a des tas de médicaments qui sont à l'étude, qui sont tout à fait capables d'arrêter le phénomène de l'alcoolisme. Et ça, on ne vous le dira jamais, parce que entre les taxes, où on paye les médicaments, les cures, les nouveaux médicaments, les laboratoires, les antidépresseurs, les anxiolytiques, les visites chez le médecin, les visites chez les psychiatres, les visites dans les centres de désintoxication et tout ça, ça coûte un pognon énorme. Ça rapporte de l'argent qu'aux gens qui entretiennent l'alcoolisme des autres. C'est tout. Voilà. Donc, au niveau de la sécurité sociale, terminé. La sécurité sociale, déjà, elle va récupérer l'argent que l'État français lui doit. Hein, parce que si demain, elle récupère tout ce que l'État français lui doit à la sécurité sociale, des différents organismes qui ne payent pas leurs cotisations sécu, on est excédentaire de plus de 10 milliards. Et ça, allez vous renseigner et allez voir combien d'organismes d'État ne payent pas les cotisations de sécurité sociale. Alors que vous, on vous les prélève directement à la source. Et on ne vous pose pas de questions et on ne vous demande pas votre avis. Voilà. Eux, ils ne payent carrément pas. Voilà, donc c'est ça. Alors, le gros chantier, comme je vous disais, c'est la police, il va falloir mieux les équiper. Hein. Déjà, il va falloir les assigner à des tâches beaucoup plus utiles, à savoir, pour moi, les tâches les plus utiles, alors je vais vous expliquer. Hein. On va modifier les lois, c'est simple. Hein. Vous avez le code civil, le code pénal, vous l'ouvrez, c'est un pavé de 15 cm avec des lois. Moi j'ai lu le code du code de la route, le code pénal civil du code de la route pour les infractions. Il y a encore des textes de loi qui datent de l'époque de Napoléon où les véhicules sont désignés par la charrette à bœuf. La charrette à bœuf. Allez voir, vous verrez. Il y a encore des lois, sur les lois de la conduite, où on mentionne les véhicules, c'est la charrette à bœuf. Pas la voiture ou non, la charrette à bœuf. Pour vous dire de quelle époque ça date. Donc on va commencer par les lois. Et on va commencer on va appliquer, pour plus casser les couilles aux juges, là, on va moduler certaines choses, mais on va mettre en place des lois sécuritaires qui vont nous permettre d'agir et de ne pas perdre de temps. À savoir que maintenant, il n'y aura plus de circonstances atténuantes, de circonstances de ceci, le tarif pour cela. Non. Maintenant, un violeur, un pédophile, un assassin, un meurtrier, ils rentrent en prison, ils ne sortent plus. Terminé. Lever la vie à quelqu'un, violer un enfant, avoir des relations sexuelles avec un enfant continu, lui faire des enfants, comme j'ai vu des reportages ignobles où des mecs, ils ont enfermé leurs propres filles dans des caves, ils ont fait des enfants à leurs propres filles, ils ont fait des enfants aux filles de leurs propres filles. Ces mecs-là, il faut les mettre enfermés à vie, qu'ils soient plus capables jamais de nuire. Les pédophiles, les violeurs, les assassins, les tueurs en série, les meurtriers, et je me fous de savoir la raison pour laquelle ils ont tué, ils vont en tôle et ils n'en sortent plus. Et comme je vous ai expliqué, une picouse dans le bras, ça va les calmer pour l'éternité. Et on n'aura pas à les surveiller, ils seront tranquilles.
On leur mettra un bon matelas, de la musique douce, on leur passera des émissions télévisées s'il faut. Mais voilà, il ne va plus y avoir deux poids, deux mesures. Les mecs, ils ne vont pas rentrer avec les réquisitions d'un procureur qui dit je veux 10 ans parce que le mec, il a violé 3 filles et qui ressort avec 5 ans, dont 3 avec sursis, comme j'ai vu en Belgique ou comme j'ai vu en France il n'y a pas longtemps. Terminé, le sursis, ça n'existe plus. Et puis je vais vous expliquer, les récidivistes, il n'y en aura pas parce que les mecs, ils ne sortiront pas. Celui qui fait une connerie une fois, mais grave, celle-là, hein, violer un enfant et ainsi de suite, je vous ai expliqué, il part au ballon, il n'en ressort plus. Terminé. On va éliminer la société. Vous savez, c'est comme les antibiotiques. Hein. Les antibiotiques, ils attaquent les parasites dans le corps. Hein. Bon, c'est vrai, ils tuent quelques cellules qui sont viables. Mais bon, vous verrez que des brebis galeuses, on va en trouver de partout. Hein. Des brebis galeuses, vous tirez un coup de pied dans un feu rouge, il en tombe 15. Hein. Si vous rentrez à l'Assemblée nationale, il y en a un troupeau entier. Voilà, c'est un petit exemple. Ensuite, on va les équiper de façon à ce qu'ils soient modernisés. Parce que moi, je les vois, les pauvres malheureux, avec leurs valises en carton, leurs petits ordinateurs et tout. On va créer vraiment une unité de cybercriminalité. Parce que le crime, maintenant, là où il se passe le plus, c'est sur Internet. C'est le départ de la chose. Alors, on ne va pas censurer Internet. D'abord parce que moi, j'avais à l'esprit que Internet, à l'origine, c'est quelque chose, pour vous expliquer 5 minutes, Internet, à l'origine, c'est quelque chose qui a été créé par les militaires américains. Bon. Il y a eu, pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, l'histoire des codes, les machines, les énigmas, ceci, cela. Ils se sont rendus compte qu'un code, ce n'était pas fiable. Ce qu'il fallait, c'était un réseau qui permette de faire communiquer toutes les défenses stratégiques du territoire, mais qui soit imperméable à l'extérieur. C'est-à-dire que ça soit une toile répartie sur le pays et que ça soit impossible à pénétrer. Bon, alors ils ont fait ça. Le stratégique Air Command, ils avaient tout, hein, les missiles, les avions, les bombes, tout ça, il y avait tout là-dessus. C'était à l'étude, le projet était parti, ça allait presque arriver. Et puis c'est l'époque où IBM a commencé à vendre des ordinateurs pour les gens. Bon, je vous dis, ces ordinateurs, à l'époque, ils faisaient 320 mégas de processeur, ils avaient 500 mégas de RAM, ils avaient un disque dur de 1,5 giga. Je veux dire, ce que vous faisiez avec un ordinateur maintenant, c'est le jour et la nuit, quoi. On est passé dans on a fait une révolution de 100 ans au niveau de l'informatique, en l'espace de 10 années. Voilà. Enfin, 10, j'exagère, mais 20 années, oui. Donc ce réseau qui avait été créé, à l'origine pour les militaires américains, du coup, les mecs qui se sont retrouvés avec des ordinateurs, c'est comme tout, vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous allez toujours en trouver un qui est plus malin que les autres et qui va trouver à bidouiller. Et les mecs, ils ont plombé le réseau. À l'époque, il s'appelait intranet, le réseau. C'était un réseau intranet, ça veut dire intérieur, un réseau de communication intérieur sur toute la défense stratégique. Les Américains, ayant vu qu'un gosse de 15 ans avec un ordinateur acheté dans le commerce était capable de plomber le réseau de la défense, ils ont abandonné. Ils ont choisi autre chose. Ils sont partis ailleurs. Et ils ont abandonné le réseau que les enculés des télécoms se sont précipités de reprendre et de louer comme si c'était des espaces de bande passante téléphoniques. Alors que ce n'était pas du tout le cas. Ça n'a rien à voir. Le téléphone et Internet, c'est deux choses totalement différentes. Je ferai un jour une vidéo tutoriel pour ceux qui sont vraiment calés, j'expliquerai comment ça marche. Si vous saviez ce qu'un clic de souris fait intervenir comme chose au niveau informatique, vous vous mettriez les mains sur la tête. En un clic de souris, ce que vous faites. Voilà. Donc, on va les équiper comme il faut, hein, un réseau de cybercriminalité, mais costaud, avec des mecs costauds. Hein, pas des idiots, pas des flics qui faisaient les pantouflards dans les bureaux et à qui on a dit « Oh, tu sais te servir d'un ordinateur, toi? Ouais, bah toi, tu vas partir en formation, tu vas apprendre à faire le hacking et tout ça. » Les mecs, les Anonymous et compagnie, ils ont 20 ans de pratique. Les types, ça fait 5 ans qu'ils voient des ordinateurs. Il y en a encore qui les regardent comme s'ils voyaient... C'est comme une poule quand elle a trouvé une caisse de fourchette. C'est pareil, les mecs qui se mettent devant l'ordinateur... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Qu'est-ce qu'il a... Alors ils sont capables de faire quoi? Se faire passer pour des enfants de 13 ans sur les réseaux pédophiles pour aller les gauler les mecs. En dehors de récupérer l'adresse IP et d'aller tomber les réseaux et les vraies têtes de mecs qui sont là, c'est impossible, ils ne sont pas capables. Donc il va falloir leur expliquer et les équiper comme il faut. Après, en ce qui concerne la police de proximité, on va recommencer. Moi je veux des flics de partout, mais je veux des flics qui serrent la main aux gens, je veux des flics qui aident les gens à traverser dans les rues, je veux des flics qui soient là. Vous avez vu les flics en Angleterre, ils n'ont même pas un flingue. Les gens, ils les saluent dans la rue. Ils mettent des contraventions, les gens, ils rouspètent pas. Pourquoi ça marche là-bas? Pourtant, c'est un pays de débiles, les Anglais. Ils boivent encore de l'eau chaude avec des feuilles de menthe dedans. C'est complètement débile. Pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Les bobbies, vous parlez des bobbies en Angleterre, les gens, ils les portent comme ça. Vous parlez de la BAC urbaine ou de la DGRI ici, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire les gens. Ouais, tous pourris, des fascistes, des assassins, des salauds. Pourtant, c'est des mecs comme vous et moi. C'est des types qui payent leurs impôts, c'est des types qui travaillent, c'est des types qui ont des enfants, c'est des types qui aiment leurs femmes.
Bon, après, je veux bien que parmi eux, il y en a qui se prennent pour des cow-boys, mais c'est pas tous. On ne rentre pas dans la police parce qu'on a décidé de tirer sur les gens. On rentre dans la police parce qu'on veut revenir et qu'on veut aider son prochain et qu'on veut être reconnu d'utilité publique. C'est tout. Les mecs qui rentrent là-dedans pour ça, on ne peut pas les blâmer, quoi. Tout le monde dit le métier de keuf, c'est un métier d'enculé. Non, c'est pas vrai. S'il n'y en avait pas des keufs, vous savez où vous seriez à l'heure actuelle? Barricadé derrière chez vous, pendant qu'une bande de voyous essaye d'enfoncer la porte pour violer votre femme et vous voler votre écran HD. Voilà, s'il n'y avait pas les flics. Alors les flics, on en a besoin. Mais il faut les équiper et il faut leur redonner le moral et il faut surtout les écouter et parler avec eux. Il ne s'agit pas de faire comme le gros con de Sarkozy qui descend dans le commissariat et qui dit « Ouais, je suis super content que vous jouiez au rugby avec les mecs, mais ce n'est pas le but de la manœuvre. » À partir de là, le mec, il aura plombé le moral. Ah ouais, nous, on essaye de faire en sorte de ne pas se battre avec les voyous et de jouer au football avec vous. Vous voulez qu'on arrête et qu'on leur tape sur la tête. Vous allez voir ce qui va se passer. On l'a vu, ce qui s'est passé. Les émeutes dans les banlieues, tout ça, il peut venir nous raconter ce qu'il veut, cette espèce de tête de nœud. Pendant son quinquennat à lui, ça a été un gros bordel, mais un gros bordel incroyable. On ne va pas parler du gros, parce que lui, alors lui, en un an, il a décroché 2 fois la timbale, 2 fois le jackpot. Mais je veux dire, en ce qui concerne la popularité de la police, on a vu, là, ici, pendant les attentats du 13 novembre, quand ils ont fait les assauts sur les terroristes, des drapeaux bleu, blanc, rouge, nos policiers, c'est les meilleurs, l'action civile, oh là là, qu'est-ce qu'on les aime, un like pour nos policiers. Une semaine après, enfin 15 jours après, ils défoncent la tête des mecs de la COP 40, c'est tous des enculés. Le français, je vais vous expliquer, il prend le vent comme les voiles d'un navire. Ça tire à bâbord, il tourne à bâbord, ça tire à tribord, il tire à tribord. Alors, il faut arrêter de se laisser porter par le vent. Le vent que vous avez dans la tête, vous allez le fermer et vous allez vous laisser porter par votre esprit, par votre réflexion. À savoir que les flics, ils font leur travail. C'est pas eux qui ont décidé un matin en se réveillant, je vais aller taper sur les manifestants. Il a bien fallu que quelqu'un leur donne l'ordre. Donc, c'est des gens à qui il va falloir redonner une confiance et un crédit au niveau de la population. On va déjà, certains, leur enlever leur uniforme ridicule. Hein. Les mecs, c'est pas la peine qu'ils soient en uniforme. On va leur donner des bagnoles conséquentes. Je vois pas pourquoi en Allemagne, ils roulent avec des BMW ou des Mercedes. Et nous, les mecs, ils se clampinent encore. J'ai vu certains postes de frontière, et c'est pas pour déconner, il y a encore des 4L. Voilà. Allez faire la chasse à des go-fast ou à des terroristes en 4L et vous allez revenir me dire si vous les avez attrapés. Voilà. Donc il faut moderniser la police et redonner confiance à nos policiers et redonner une image de notre police telle qu'elle était. Une image désuète, mais je l'adore celle-là, c'est M. Clémenceau. Vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Voilà. Il faut revenir à l'époque de Clémenceau où nos flics c'était des cerveaux. Bon, ça date d'il y a 100 ans en arrière. Alors, les gars, il faut faire un effort. Hein. Voilà. Et le deuxième grand chantier, c'est l'éducation nationale. Voilà. Alors l'éducation nationale, je vais vous expliquer un truc. C'est le plus gros dinosaure qu'il y a en France. C'est le truc vraiment qui pantoufle depuis 40 ans, 50 ans. Alors, on a pour habitude de confondre l'éducation nationale avec les mecs qui sont descendus des barricades, les 68ards revanchards qui ont fermé leur gueule. Dans l'esprit des gens, les professeurs qui ont dépassé la cinquantaine ou la soixantaine, c'est des mecs qui ont la barbe, qui fument la pipe, qui ont des pulls à côte de mailles rayées, moches, et qui s'habillent avec des kickers ou des écrase-merdes à la Méphisto. C'est pas ça, les professeurs. C'est pas ça. Maintenant, il va falloir faire une chose, il va falloir vraiment qu'on prenne le parti d'éduquer nos enfants. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Je vois le programme de seconde de ma fille de cette année. J'ai fait moi une seconde technique il y a plus de 40 ans. Ouais, plus de 40 ans. J'ai fait une seconde technique, j'avais 48 heures de cours par semaine. J'allais à l'école du lundi, 8 h du matin jusqu'à 6 h du soir. Je suis même allé le mercredi après-midi et je suis même allé le samedi matin et j'ai rattrapé des cours le samedi après-midi. Je vois les emplois du temps des élèves, les mecs s'ils font 30 heures dans la semaine, et quand vous voyez les programmes scolaires, ce qu'on leur fait faire, et quand vous voyez le nombre de réunions que les professeurs font, les absences pour aller en formation de ceci, les absences pour aller en formation de cela. Ma fille, ça fait un trimestre qu'elle est rentrée à l'école, il n'y a pas eu une semaine où il n'y a pas eu 3 ou 4 professeurs qui ont manqué pour de la formation et pour des absences. Alors, on nous dit, les professeurs, c'est les plus heureux, ils ont les mêmes vacances que les élèves. Alors là, il y a un truc qui m'échappe. Les types, pendant qu'ils sont en vacances, on pourrait leur faire leur formation. Ils pourraient faire se réunir pour essayer de choisir, essayer de comprendre, essayer d'adapter un programme au niveau du lycée, parce que vous passez de la seconde à la première, le programme, c'est pas la même prof, donc là, elle a fait différemment. Vous vous retrouvez à apprendre des trucs que vous avez appris l'année d'avant, que l'autre, elle avait passé sous silence l'année d'après. Enfin, résultat, vous avancez pas. Après, on vient nous bourrer le mot avec les résultats au bac. Résultats au bac, je vais vous expliquer. Maintenant, avec Internet, les QCM et tout ça, les sujets, vous les avez avant tout le monde, et enculé je suis si c'est pas la
la vérité. Parce que tous les ans, on nous dit, oui, cette année, on a sécurisé, on a fait ceci, on a fait cela. Mais tous les ans, à la fin des épreuves, on me dit, ah, alors un coup, c'est qu'ils ont oublié les copies. Un coup, c'est qu'ils se sont trompés. Le mec, il est parti, il a pris les copies de l'année d'avant. Et ou alors un coup, c'est que les copies, elles ont disparu. Il faut changer le sujet à la dernière minute. Ça fait 10 ans qu'ils nous font le coup depuis qu'Internet existe. Les minots, ils ont les questions et les réponses. Alors, on fait comme ils ont fait pour le brevet, un bac au mérite des notes de la seconde jusqu'à la terminale. Tu as le niveau, tu as ton bac, tu n'as pas le niveau, on te reclasse. Interdiction que les enfants ils sortent de l'école. L'école obligatoire, jusqu'à ce que l'enfant ait décidé d'une voie professionnelle. Alors maintenant, bien sûr, on ne va pas les laisser dans l'école jusqu'à 25 ans. Mais à partir du moment où on sent que quelqu'un va décrocher au niveau scolaire, il va y avoir des gens qui vont aller non pas casser les couilles aux élèves et pour que les parents soient obligés, parce que moi, si demain je vais aller m'expliquer avec quelqu'un dans le lycée de ma fille, je suis obligé de prendre rendez-vous une semaine à l'avance. Non, vous êtes au service de la population. Ce n'est pas la population qui est à votre service. Les gens, il devrait y avoir des personnes qui doivent aller chez les gens, qui soient issus d'un milieu scolaire, qui soient des anciens professeurs, qui iront chez les gens pour expliquer comment ça se fait, une méthode de travail, comment faire pour aider les enfants. C'est que moi, quand j'ai eu 14 ans, j'ai cassé une vitrine, je suis passé devant un juge, on m'a mis un éducateur sur le cul qui m'a cassé les couilles tous les jours de ma vie, pendant 7 mois, à me dire ce qu'il fallait que je fasse ou ce qu'il ne fallait pas que je fasse. Finalement, grâce à lui, j'ai réussi à faire une année aux Beaux-Arts, passer le concours, rentrer au bataillon des marins-pompiers et faire 3 années dans l'armée, les 3 plus belles années merveilleuses de ma vie dans lesquelles j'ai bossé et je me suis senti utile. Voilà. Donc, le mec, il m'a cassé les couilles, mais ça a été utile. Il en est sorti quelque chose. Donc, des gens qui vont aller casser les couilles, il ne suffit pas de dire aux gens, si vos enfants ne vont pas à l'école, on va vous supprimer les allocations familiales. Parce que moi, je vais vous dire une chose, j'ai vu des femmes dans des cités prendre les gosses à coups de bâton en leur disant, tu vas aller à l'école ce matin parce que sinon, on ne mange pas la semaine prochaine. Non, c'est pas comme ça. On n'envoie pas les enfants en leur disant, si tu ne vas pas à l'école, on ne mange pas la semaine prochaine. Non, ça n'existe pas, ça. Ça ne peut pas être comme ça. Donc, il faut faire une réforme en profondeur. Et sur les programmes scolaires, et sur les horaires. Et une chose aussi, on va se mettre à la mode américaine. Les Américains, ils ne sont pas cons. Ils ont des systèmes universitaires, ils ont des sociétés qui sponsorisent les universités et qui filent du pognon pour les infrastructures et pour les études. Et à la sortie, au final, ils prennent les 10 meilleurs et ils les embauchent chez eux. Eh bien, chez nous, en France, on va faire pareil. On va donner aux universités la possibilité de travailler avec des sociétés françaises, d'État et non pas privées, hein. Le pognon, il arrivera de la caisse de l'État. Le moindre euro sera contrôlé. On verra à quoi servent les subventions. Il y aura des programmes de réhabilitation des universités. Il y aura de nouvelles embauches. On pourra embaucher des mecs. On pourra embaucher des auxiliaires. On va pouvoir former des surveillants. Parce qu'avec les événements qui se passent maintenant, le mec, il est en train de passer un CAPES dans n'importe quel registre d'activité. On le bombarde de pions dans un lycée. Le type, il a 19 ans. Il est pris dans ses études. Vous croyez bien que s'il y a 2 mecs qui se bagarrent dans la cour, il va tourner la tête et il va faire comme s'il n'avait rien vu. Je vous prends un exemple bien simple. J'ai une amie à moi qui habite pas très loin de chez moi. Son fils, il y a 2 mois en arrière, a fait une chute dans la cour du lycée, s'est cassé 2 dents, s'est ouvert la tête, la bouche. Le gosse est reparti en cours, le tricot plein de sang. On lui a refusé d'appeler sa mère. Il n'y avait pas d'infirmière à l'école. Et le professeur, puisqu'il est venu dans le cours avec le t-shirt plein de sang, il a refusé. Le gosse, il a fini la matinée dehors de la classe. Et il a fallu qu'il attende midi pour sortir, pour prévenir sa mère qu'il avait la bouche en sang et qu'il fallait qu'il aille aux urgences. Il est tombé à 10 h du matin, il est allé aux urgences à 5 h de l'après-midi. Alors ça, pour moi, c'est le plus grand des scandales. On leur confie nos enfants. Ils prennent des risques. Parce que c'est des enfants, c'est turbulent tout ça, mais quand il arrive des accidents, ils se déchargent complètement de ce qui doit se passer. Donc ça doit arrêter. L'éducation nationale, ça doit revenir un outil pour éduquer nos enfants. Voilà. Ça, c'était encore quelques pistes pour savoir à quoi on va employer notre argent, notre pognon. C'est la police, l'éducation nationale. Après, on verra les infrastructures. Voilà. Je vous dis à plus tard. Je vous aime tous, les mecs et les meufs.